Bonjour mes amis, bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode de Merveilles décodées. Mes amis, connaissez-vous l'histoire derrière la tour Eiffel? C'est surprenant, mais la tour Eiffel n'était pas vraiment destinée à être une structure permanente. Elle a commencé comme une arche temporaire pour l'exposition universelle de 1889, et il était prévu qu'elle ne dure que 20 ans, une structure expérimentale de 300 mètres avec une date d'expiration. Alors, comment une structure construite pour être démolie est-elle devenue une icône économique mondiale? Gustave Eiffel n'a pas eu l'idée originale, mais pour le public, il est devenu le visage de ce projet. En fin de compte, la vraie histoire, comme la tour, est une structure cachée. L'histoire de l'homme qui en a pris le mérite n'est que la moitié de l'histoire. Ce n'était pas la création d'un seul homme. Elle est née de l'esprit d'un groupe, ils étaient les ingénieurs en chef de la compagnie d'Eiffel, les experts qui ont rêvé d'un pilier de plus de 300 mètres de haut. Le premier croquis a été réalisé par Maurice Koechlin et Émile Nouguier en mai 1884. Leur premier dessin était un concept brut, squelettique, un chef-d'œuvre de pure mathématiques et de logique structurelle. Leurs calculs ont prouvé qu'une telle tour pourrait résister à la force du vent et à son propre poids. Au début, Eiffel a qualifié le design de pilier géant et n'a montré aucun intérêt. Puis Koechlin et Nouguier ont approché l'architecte en chef de l'entreprise, Stéphane Sauvestre. Il a examiné le design et a senti que pour que la tour soit acceptée, elle avait besoin de plus que de la force. Elle avait besoin de beauté. Au design original, Sauvestre a ajouté des arches décoratives et un pavillon en verre à la base pour qu'elle ressemble plus à un monument qu'à un pont. Il a également conçu les pavillons du premier niveau et le dôme au sommet. Sauvestre a transformé un diagramme d'ingénierie rigoureux en une déclaration architecturale, donnant au squelette de fer un sens de la grâce et de la forme qui adoucissait sa puissance industrielle. C'est l'histoire cachée de la création de la tour. Eiffel a réexaminé le design et a décidé d'acheter les droits de brevet de ses employés afin de devenir le seul propriétaire du design. Son nom était déjà lié au projet et son nom serait gravé dans l'histoire. Maintenant, la question est, qui était Gustave Eiffel? C'était un entrepreneur audacieux qui a pris un risque énorme et a mis sa réputation en jeu pour son succès. C'était un ingénieur brillant, un maître des structures métalliques, connu pour avoir construit des ponts qui enjambèrent des distances impossibles. Mais la construction de la tour Eiffel n'était pas une mince affaire. C'est une histoire de collaboration, de génies silencieux, d'ouvriers oubliés qui ont risqué leur vie pour la construire. Alors, comment ce groupe a-t-il transformé un plan tant décrié en une icône? Comment ont-ils surmonté les limites technologiques de leur temps, les batailles politiques et la haine constante du public? Pour y répondre, nous devons revenir au début. Nous devons décoder l'ingénierie, découvrir les controverses, et révéler les personnes qui se sont battues pour une tour que personne ne voulait, mais que le monde n'oublierait jamais. L'histoire de la tour n'a pas commencé par un croquis, mais par un défi. Paris se préparait à accueillir l'exposition universelle de 1889, une grande foire mondiale qui célébrerait le centenaire de la Révolution française. C'était l'occasion de montrer la puissance industrielle et culturelle de la France. La pièce maîtresse de l'exposition devait être spectaculaire, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Le gouvernement a lancé un concours invitant les meilleurs ingénieurs et architectes à soumettre des projets pour un monument temporaire sur le Champ de Mars. Une règle simple, elle devait être haute, une tour de 300 mètres. L'idée était audacieuse, presque incroyable. À l'époque, la plus haute structure était le Washington Monument, un obélisque en pierre de seulement 169 mètres de haut. Cette nouvelle tour ferait presque le double de sa hauteur. Le concours a stimulé l'imagination. Plus d'une centaine de propositions sont arrivées du monde entier. Certaines étaient aux fantaisistes, un arroseur géant pour rafraîchir la ville. D'autres étaient massives, une tour en pierre solide qui se serait effondrée. Beaucoup ont été rejetés comme de la fantaisie, mais un design s'est démarqué, non pas en pierre, mais en fer. Cette proposition venait de la compagnie de Gustave Eiffel. C'était un ingénieur renommé, un maître dans la construction de ponts. Alors que d'autres étaient coincés dans le passé, lui se tournait vers l'avenir. Une ossature en fer, incroyablement solide, étonnamment légère, née de la logique de l'ingénierie des ponts, appliquée verticalement à une échelle sans précédent. Une machine qui atteindrait le ciel, elle a immédiatement obtenu l'approbation du jury. Des milliers de pages de calcul, prouvant sa stabilité, détaillant sa construction, pas seulement une idée, mais une solution. En juin 1886, le contrat a été attribué
Gustave Eiffel construirait la tour de 300 mètres. La victoire n'était que le début. Il devait convaincre une ville sceptique, surmonter l'opposition politique, rassembler une équipe pour la construire. Le plan était prêt. La bataille pour sa création était sur le point de commencer. Le premier problème concernait le sol mou. La tour Eiffel a été construite juste à côté de la Seine. 2 de ses 4 pieds, nord et ouest, ne se trouvaient qu'à quelques mètres du fleuve. Le sol n'était pas dur, mais du limon gorgé d'eau. Eiffel n'a pas simplement creusé. Il a utilisé 16 caissons pneumatiques étanches, de grandes boîtes de fer. De l'air comprimé a été pompé pour empêcher l'eau de pénétrer, afin que les ouvriers puissent creuser à la main sous le niveau du fleuve, dans un environnement pressurisé. Les caissons ont traversé 5 mètres de boue jusqu'à ce qu'ils atteignent la couche de gravier, compactée, et de roche-mère. S'ils n'avaient pas atteint cette couche géologique particulière, la tour aurait penché ou se serait effondrée dans la Seine en quelques années seulement. Mathématiquement, si les 4 pieds s'étaient écartés, ne serait-ce que de quelques millimètres en s'enfonçant, ils ne se seraient jamais rencontrés à la première plateforme, 57 mètres plus haut. La même technique a été utilisée pour le pont de Brooklyn. Eiffel a placé chaque pied sur un vérin hydraulique actionné par une pompe manuelle. Cela lui a permis de soulever ou d'abaisser chacun des pieds de 800 tonnes séparément, afin d'assurer un alignement parfait. Lorsque la première plateforme fut assemblée, les vérins furent retirés et remplacés par des cales en acier permanente. Au XVIIIe siècle, il n'existait pas de formule mathématique complexe pour les charges de vent à 300 mètres. Eiffel s'est fortement appuyé sur son intuition de constructeur de pont. La courbe particulière de la tour est en fait un graphique physique de la pression du vent. La courbure des pieds a été conçue de telle sorte que le moment de flexion du vent soit entièrement équilibré par le poids propre du fer. C'était une solution d'ingénieur, simple et sans fioritures. Grâce à cette conception, la tour était incroyablement légère. Si tout le fer était fondu en un bloc solide de la taille de la base, sa hauteur ne serait que de 6 cm. L'air à l'intérieur de la tour pesait plus lourd que la structure en fer. Gustave Eiffel savait que pour un monument public, l'ingénierie ne suffisait pas. La tour avait besoin d'un attrait émotionnel, un sentiment de grandeur. Eiffel n'a pas utilisé d'acier. Il a utilisé du fer pudelé, fer forgé, de la région de Lorraine. C'était plus flexible et facile à riveter. Toute la construction de la tour fut un orchestre industriel. Pour chacun des 2 millions de rivets, il fallait une équipe spécialisée de 4 personnes. Une pour le chauffer, une pour le tenir, une pour former la tête et une pour le marteler. Les rivets étaient insérés à chaud et en refroidissant, ils se contractaient, tirant les pièces de fer ensemble avec une force qu'aucun boulon ne pourrait égaler. C'est pourquoi la tour reste stable, même si elle se dilate et se contracte de 15 cm, 6 pouces, sous l'effet de la chaleur. Chaque pièce était prépercée dans leur usine de Levallois-Perret avec une précision d'un dixième de millimètre. Les riveteurs, les 2 tiers des rivets, ont été faits en usine. Seulement un tiers a été martelé à 300 mètres de hauteur. Les usines bourdonnaient, car Paris fournissait le fer et le charbon. Les équipes de conception coordonnaient les expéditions et les horaires quotidiennement. Des gabarits assuraient que chaque plaque s'ajustait parfaitement. Les chemins de fer transportèrent les pièces sur les ponts jusqu'à la ville. Sur le chantier, les équipes préparaient les pièces pour l'assemblage. Les ouvriers assemblaient les segments de treillis sous une surveillance rigoureuse. Les ateliers d'usinage façonnaient les éléments avec des dimensions exactes. Les planificateurs marquaient soigneusement la position de chaque boulon. Et les dessinateurs mettaient à jour les plans régulièrement, tout en vérifiant les tolérances. Le contremaître donnait son approbation avant que chaque section ne soit tissée. Il calculait la contrainte sur chaque poutre, l'angle de chaque joint, l'emplacement de chacun des 2 millions de rivets qui tiendraient la tour. C'étaient les architectes silencieux, traduisant la grande vision en un langage précis et mathématique. Leur travail méticuleux a assuré que chaque pièce s'ajustait parfaitement, et que la tour resterait haute et inébranlable face aux forces de la nature. En y regardant de plus près, l'armature de fer révèle comment des millions de rivets ont assemblé cette tour, créant une structure qui respire. Les ouvriers travaillaient comme une tour humaine, chaque tâche s'enchaînant à la suivante dans un rythme discipliné et répétitif. Partout dans la ville, les ateliers coupaient, perçaient et étiquetaient les pièces pour l'assemblage au champ de Mars. Les tiges d'acier étaient chauffées au rouge cerise, la bonne malléabilité pour façonner le métal souple. Des étincelles volaient alors que les bords étaient préparés et les plaques solidement fixées, prêtes pour le dernier coup des riveteurs.
Un rivet chaud était attrapé, mis en place et martelé pour former une tête parfaite avant que le métal ne refroidisse. Le marteau hydraulique martelait les pièces tenaces pour les mettre à niveau, assurant une fixation robuste et des chemins uniformes pour la force. Paris voyait l'acier arriver par barges et trains depuis des forges lointaines pour continuer à ériger la structure grandissante. Petit à petit, le paysage changeait. Les pieds continuaient de s'élever au-dessus des rues de la ville. Les presses industrielles perçaient et poinçonnaient des trous avec une précision au dixième de millimètre. Dans les fonderies, le fer en fusion était moulé en plaques et en angles, chacun étant estampillé et répertorié pour sa place exacte. Des rivières de métal en fusion étaient moulées en pièces qui seraient ensuite percées, boulonnées et rivetées au-dessus de Paris. Les équipes de sécurité inspectaient les échafaudages, les treuils et l'équipement avant chaque ascension pour ne pas perturber le rythme. Chaque contreventement et entretoise diagonale dirigeait le vent à travers le treillis et vers les fondations. Sur le site, les équipes positionnaient les pièces, les mettaient en place et préparaient les connexions pour les équipes de rivetage. Les contremaîtres surveillaient les progrès avec des jauges et des fils à plomb, corrigeant tout écart à mesure que la structure s'élevait. Les accidents étaient rares mais réels, et ce travail rend hommage à ceux qui ont tout donné pour le construire. Au printemps, le géant d'acier s'élevait encore plus, chaque coup de marteau résonnant dans tout Paris. L'hiver venu, l'équipe a commencé les fondations du premier étage sur le champ de Mars gelé. Le gel et les vents violents ont provoqué des retards de livraison, réduisant les équipes et les obligeant à dégeler constamment l'équipement. Le givre a commencé à s'accumuler sur les échafaudages et les outils, rendant chaque pas et chaque surface périlleux. Le chantier était couvert de neige et le travail progressait lentement au milieu des tempêtes. Les jours passaient sur le calendrier et le retard dû aux intempéries s'accumulait. Pourtant, les foules se rassemblaient toujours dans le froid pour regarder la structure de fer s'élever lentement. Les journaux couvraient chaque étape importante, louant l'ingéniosité et remettant en question le calendrier. La tour de service et les plateformes d'escalier furent les premières à être érigées pour atteindre les piliers montants. Même la nuit, le travail se poursuivait à la lumière des lampes. Les équipes travaillant sans relâche pour respecter les délais. Au printemps, la silhouette était claire. Le nouveau géant de Paris prenait enfin forme. Les inspecteurs examinaient les rivets et les entretoises après chaque levage, naviguant à travers les éléments. De la base au ciel, les géomètres vérifiaient quotidiennement l'alignement de chaque pilier. La précision guidait la construction, les tolérances étaient mesurées au millimètre près. Les machines résonnaient et les compresseurs ronronnaient pour alimenter les foreuses et les treuils. Les ouvriers pompaient les pédales d'énormes vérins de nivellement pour aligner les piliers. De petits ajustements effectués sur le site ont amélioré l'ajustement des pièces préfabriquées. Les équipes assemblaient les nœuds comme une horloge, ajustant les séquences pour éviter toute déformation. La force des grilles temporaires et les vérifications des rafales de vent guidaient le moment où le prochain levage pouvait être effectué. Les joints ont été fabriqués avec la précision de l'ébénisterie, montrant un transfert clair des charges entre les éléments. Et les grues imposantes mettèrent les pièces d'acier en place avec un rythme expert. Vu à travers le treillis, la logique des forces et des flux est clairement visible. Alors, quand la première plateforme est arrivée, l'équipe a applaudi. Leur précision avait porté ses fruits. Les ingénieurs posaient fièrement, vérifiant les mesures de déflexion par rapport au plan. Les grues étaient toujours à portée, alors que le projet progressait vers le deuxième niveau. Au printemps, des vents imprévus sont arrivés et ont immobilisé les ascenseurs. Jour après jour, les ingénieurs ont vérifié l'oscillation et recalculé les limites. Les équipes ont serré les contreventements, puis se sont arrêtées lorsque le vent a forci. Les grutiers attendaient une fenêtre sûre entre les rafales. Chaque levage dépendait grandement des bannières de vent et des baromètres. Et d'en haut, Paris a observé cette chorégraphie du fer dans le vent. Les plans avaient des séquences qui nécessitaient le moins de temps d'exposition au vent. La forme du treillis laissait passer le vent au lieu de le combattre. Et les ombres des nuages rampèrent sur la carcasse grandissante sur Paris. Les monteurs tenaient en les lignes, prêts à sécuriser les éléments immédiatement. Les tables à dessin mettaient à jour les angles après chaque lecture du vent. En bas, les arbres se pliaient, avertissant apparemment les équipes de rester à leur place. Les mathématiques leur disaient clairement quand monter et quand attendre.
Les analyses ont prouvé que la courbe dispersait la pression efficacement. Les contremaîtres coordonnaient les levages avec des sifflets et des signaux manuels. Les rues transportèrent le matériel jusqu'au champ de Mars. Les équipes changèrent de car, gardant la concentration et la pression. Les jours clairs, les mètres s'accumulaient. Cependant, les tempêtes ont effacé de nombreux plannings. La ponctualité était primordiale car chaque retard recalculait le plan. Le timelapse dissimule la patience nécessaire entre les levages. Malgré les tempêtes, la tour continuait de s'élever, ligne par ligne. Amis, si vous pensez que l'empilement du fer était le seul défi, vous n'avez pas encore décodé l'image complète. Nous sommes toujours au milieu de ce pari industriel. Nous avons vu comment les fondations ont triomphé contre la rivière, mais la partie la plus périlleuse de l'ascension verticale et le secret qui a sauvé cette tour de la ruine est encore à venir. Restez pour la deuxième partie, alors que nous terminons ce voyage de décodage de la tour Eiffel. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.